Bon, je suis ravie d'être avec vous. J'ai eu beaucoup de questions en vue donc de ce webinaire. Donc l'idée effectivement c'est de les dérouler hein, et de vous apporter donc mon retour en tant que DPO. Alors, donc je me présente, je m'appelle Muriel Glatin, je suis DPO. Attends, demande si tu entends. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. C'est bon, super. Donc, je suis DPO du groupe Webedia. Donc, le groupe Webedia, c'est un groupe qui recouvre des activités donc, de médias en ligne avec des sites comme Allociné, Jeux vidéo, Pure People, mais également des activités d'e-commerce, des activités d'influenceurs, des activités d'agence autour donc, de la donnée. Donc, voilà, plein de métiers et beaucoup de traitements sur des données à caractère personnel. Donc, j'ai l'occasion effectivement d'adresser plein de problématiques pour des structures petites, grandes, moyennes, beaucoup de start-up également dans le groupe, et c'est la raison pour laquelle, effectivement, je me proposais de faire ça, faire ce webinaire aujourd'hui, hein, parce que je constate qu'effectivement, il y a plein d'interrogations et qui sont assez propres, effectivement, à ce format d'entreprise. Voilà, et puis par ailleurs, j'interviens pour des entreprises aussi externes et pour des start-up. Voilà, donc c'est aussi la raison qui m'a motivée à faire ce webinaire. Donc ça c'est juste quelques références pour vous montrer un petit peu donc, le profil varié B2B, B2C hein, des startups avec lesquelles je travaille au quotidien. Et je vous propose donc de commencer tout de suite donc cette intervention avec vos questions. Alors juste un petit mot, effectivement j'ai eu beaucoup de questions. Je ne vais pas pouvoir toutes les adresser bien entendu pendant le temps qui nous est imparti. Hein. Je rappelle juste que donc, ce webinaire va durer jusqu'à 11h45, donc on a 3 quarts d'heure. Je fais une sélection par rapport donc, aux questions qui me semblaient effectivement les plus représentatives, les plus fréquentes sur voilà, différents sujets autour donc, de ce règlement et de sa mise en application dans un contexte start-up, jeunes entreprises. Donc, je n'ai pas fait de classement, je vais vous les dérouler au fur et à mesure. Et j'apporterai donc mon retour par rapport à ces différents points. Bien entendu, si vous avez donc des questions, des précisions, des points qui ne restent pas clairs, hein, je vais essayer de faire de mon mieux pour être la plus claire possible. N'hésitez pas à nous interpeller. Karine qui est avec moi donc, prendra en note vos questions. Et puis, bien entendu, on aura la possibilité donc, de poursuivre cet échange en dehors de ce webinaire et je reviendrai là-dessus à la fin de cette intervention. Donc, première question. Alors là, nous sommes 50 salariés, gérons une application qui facilite le partage de paiement dans les restaurants. A-t-on besoin de désigner un DPO? Donc ça, c'est une question qui m'est posée quasiment systématiquement. Quand on est une petite entreprise, voilà, c'est pas toujours très clair pour vous de savoir s'il vous faut ou pas désigner donc un DPO. Donc je rappelle, DPO, Data Protection Officer, en version française, mais c'est pas tellement passé donc dans les mœurs, c'est DPD, donc directeur de la protection des données. Hein. Voilà. Donc, alors, à la question, est-ce qu'il vous faut donc désigner un DPO, en tout cas dans le contexte qui m'était là adressé, j'aurais tendance à dire que oui, parce qu'en fait, le règlement prévoit 2 cas de figure, hein, 3 cas de figure où il est important effectivement d'avoir un DPO à ses côtés. Le premier, je pense que ça ne vous concerne pas beaucoup, c'est effectivement si vous faites des traitements en tant qu'autorité publique ou organisme public.
Le deuxième cas de figure rentre, d'après moi, donc pile poil dans la problématique qui m'a été posée, à savoir que les activités de base, et là en l'occurrence c'est une application qui facilite le partage des paiements dans les restaurants, donc on peut imaginer qu'effectivement l'activité de base de ce responsable de traitement consiste en des opérations de traitement qui exigent un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes concernées. Voilà, donc autrement dit, dès lors que votre activité de base, votre activité principale nécessite effectivement de traiter des données personnelles, donc de personnes physiques à grande échelle, il vous faut donc effectivement avoir un DPO. Alors j'anticipe la question qui est également très fréquente par rapport à cette définition, c'est quoi la grande échelle? Donc il n'y a pas de seuil qui est clairement fixé par le règlement ni par la CNIL. Il y a en revanche donc un certain nombre de facteurs, d'éléments qui peuvent vous permettre effectivement de vous forger une opinion sur la nécessité ou pas de faire appel donc à ce DPO. Pour résumer, les critères qui définissent une grande échelle, c'est si vous, ça va être en fonction donc du nombre de personnes effectivement du nombre de personnes qui utilisent et pour lequel vous traitez des données. Il y a le nombre, il y a aussi donc éventuellement le profil de ces personnes. Quelquefois, vous traitez peu, vous avez donc des données sur peu de personnes. En revanche, le profil des personnes, si vous traitez des personnes dites vulnérables, comme des mineurs par exemple, voilà, ça va rentrer donc dans un des critères qui va tendre à laisser à penser que vous allez avoir besoin d'un DPO. Donc le nombre et ou le profil des personnes. Autre critère à prendre en compte, bien entendu, c'est le volume des données et la nature des données. D'accord ? Donc on partagera la présentation après, on verra effectivement, il faudra que vous nous envoyiez votre demande via notre site internet et on partagera les éléments. Voilà donc pour ce deuxième point. Je cite le troisième point aussi parce que ça peut vous concerner. Il est de bon ton d'avoir un DPO à partir du moment où votre activité de base prévoit donc de traiter des données personnelles dites sensibles. Voilà, alors je rappelle que d'après le RGPD, on a des données sensibles dès lors que les données permettent de renseigner sur les orientations politiques, philosophiques, sexuelles, de santé de la personne. Voilà, c'est dans l'article 9 du règlement. Donc, par rapport à la question posée, on est clairement dans le deuxième cas de figure. Donc, moi, j'ai tendance effectivement à recommander vivement à cette personne, effectivement, d'avoir un DPO. Juste le petit point d'alerte, d'information, effectivement, c'est que, comme vous pouvez le constater, un DPO, ce n'est pas réservé qu'au CAC 40. Encore une fois, c'est pour ça que je fais ce webinaire aujourd'hui. Ce n'est pas la taille de l'entreprise qui compte, c'est bien entendu donc la nature des traitements que vous faites. Et par expérience, effectivement, moi je travaille beaucoup avec beaucoup de startups qui développent donc des sites internet et ou des applications et ou voilà, des traitements de data science. Et par définition, donc intrinsèquement, leur activité repose sur du traitement en volume et donc elles sont soumises effectivement à DPO. Chafitre qui dit bonjour, je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre réponse. Quel type de données va être mis en jeu dans ce type de traitement? Je ne pense pas du tout que cela soit nécessaire de nommer pour cela. Alors, ensuite, DPO externe ou interne. Autre question. Alors, on prend les questions au fur et à mesure et puis on les traitera peut-être après parce qu'autrement ça va être un petit peu compliqué. Effectivement, la question quand on est une petite entreprise est de savoir si on doit internaliser cette fonction. Ce n'est pas une obligation. Ça, c'est à vous de voir. Il n'y a pas d'obligation par le règlement d'avoir son DPO en interne. Ça va dépendre effectivement de votre contexte, de votre situation.
Très souvent, moi je travaille avec effectivement des startups pour laquelle il n'y a pas de justification encore à internaliser la fonction. Donc on peut très bien envisager effectivement un DPO externe qui va vous accompagner dans cette mise en conformité ou ce contrôle-conformité de vos dispositifs et qui pourra intervenir selon effectivement en temps partiel, selon une charge à définir ensemble. Nous souhaitons faire appel à des sous-traitants, comment évaluer leur conformité au RGPD. Donc ça, c'est aussi un point qui revient très fréquemment et quand il ne revient pas, en fait, moi j'ai tendance effectivement auprès de mes interlocuteurs start-up à soulever à ce point-là, puisque je vous rappelle qu'effectivement avec ce règlement, ça renforce la responsabilité aussi du responsable de traitement vis-à-vis de ses sous-traitants. Et encore une fois, pour faire très simple, si votre sous-traitant n'est pas conforme, vous n'êtes pas conforme. Voilà, donc en gros, ça impose effectivement aux responsables de traitement d'avoir une obligation de regarder la conformité de ces sous-traitants. Ce qui a un impact également pour les startups qui ont une fonction et une position de sous-traitant. Voilà, donc vous allez avoir une exigence de la part de vos clients d'être en conformité ou en tout cas donc de travailler à cette conformité. Donc, comment on fait pour évaluer la conformité au RGPD? Alors, il n'y a pas de recette toute faite. Moi, je partage un petit peu ce que nous, on fait, ou en tout cas les recommandations que je donne donc, à mes interlocuteurs. Donc là, on se situe, bien entendu, avant de contractualiser. Bon, ça, c'est un cas de figure. L'idée, c'est... Moi, ce que je suggère, effectivement, c'est d'organiser une réunion avec la dite sous-traitance pour évaluer justement un petit peu leur niveau de conformité et toutes les actions qu'ils ont prévu de faire, leur feuille de route par rapport justement à cette mise en conformité et ou d'évaluer effectivement donc le fait que les actions soient déjà mises en production et opérationnelles. Donc je mets entre parenthèses effectivement conserver trace de ces éléments. Vous le savez, effectivement, l'exercice du RGPD, c'est aussi d'être en capacité de démontrer à tout moment le fait que vous soyez responsable par rapport au traitement que vous faites et ou que vous demandez de faire. Voilà, donc il faut être en capacité de montrer que vous avez challengé entre guillemets donc votre sous-traitant pour s'assurer qu'effectivement il a bien le RGPD dans sa feuille de route. Alors là, la liste des questions, ce sont bien entendu des suggestions, ce n'est pas exhaustif, à vous d'adapter en fonction de votre contexte, de votre problématique, mais si vous êtes amené effectivement à faire travailler donc un sous-traitant, alors encore une fois, là je fais juste une petite parenthèse parce que ce que j'observe aussi, c'est qu'il y a souvent des confusions dans la notion donc, de sous-traitance. Là, je parle bien de sous-traitance en termes de sous-traitance RGPD, d'accord? C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir plein de sous-traitants qui font, certains qui vous rendent des services ou qui prestent pour vous, mais pour autant, il n'y a pas de traitement sur des données personnelles qui sont impliquées. Donc là, on est hors scope en fait du RGPD. Là, je parle effectivement des sous-traitants que vous allez mobiliser pour traiter une partie donc de votre... vous avez besoin de lui pour traiter vos données. Peut-être par exemple une solution de gestion de campagne, si vous faites des campagnes CRM, des campagnes emailing. Voilà, donc dans ces conditions-là, vous avez un sous-traitant au sens RGPD du terme. Et parmi les points donc, qui peut être intéressant de poser, des points d'interrogation, moi j'ai l'habitude de leur demander s'ils ont déjà un DPO, interne ou externe. Si c'est le cas, effectivement c'est bien d'avoir son identité pour pouvoir échanger aussi avec cette personne. Est-ce que cette personne a bien été désignée à la CNIL ? Où est-ce qu'ils en sont au niveau de leur RGPD? C'est quoi leur plan d'action? Est-ce qu'ils peuvent vous partager donc leur feuille de route? Ce qui est important également, c'est de savoir effectivement la localisation des traitements.
Est-ce que leurs traitements sont réalisés donc en Union européenne ou hors Union européenne, tout ce qui concerne donc les mesures de sécurité. Voilà, toutes les procédures en matière de notification de violation des données et quels sont les sous-traitants que eux-mêmes mobilisent pour cette prestation, puisque vos sous-traitants peuvent eux-mêmes avoir leurs propres sous-traitants et vous êtes également donc responsable de la conformité de vos sous-traitants de niveau 2. Voilà, donc c'est un exemple, ce sont des exemples de questions. N'hésitez surtout pas à demander de la documentation, hein, parce que les paroles ne suffisent pas. Il faut effectivement que votre sous-traitant soit en capacité hein, d'attester et de démontrer donc tout ce qu'il fait, donc en lui demandant donc un certain nombre de livrables. Autre question, nous avons créé une plateforme de réservation d'événements d'entreprise. Ai-je besoin de demander un consentement aux professionnels pour leur envoyer de la prospection commerciale, alors même qu'ils doivent créer un compte pour accéder au service? Donc, ça, c'est une question qui est très, très fréquente. C'est quid donc de la base légale quand on veut faire de la prospection commerciale? Ici, on est dans un contexte B2B. Donc, j'ai tendance à penser que dans le contexte que je viens de vous décrire, le consentement n'est pas utile pour plusieurs raisons en fait. Déjà parce qu'effectivement, le professionnel a souscrit en s'inscrivant donc à cette plateforme, il a adhéré à des CGU de toute évidence, voire des CGV si le service est payant. Donc, on est donc dans on peut invoquer donc la base légale du contrat. Et alors, effectivement, il faut prévoir un volet données personnelles dans ce document. Et puis, il y a deux autres points aussi hein, qui peuvent être invoqués ici. Hein. C'est déjà, on est dans un environnement de professionnels. Donc là, l'intérêt légitime peut être invoqué et retenu comme base légale dès lors que on s'adresse à la personne en tant que professionnel, dès lors qu'on va lui pousser donc une proposition de valeur en rapport avec son activité professionnelle. Et enfin, autre facteur, de toute évidence, d'après ce qu'on me décrit, c'est un client, puisque la personne donc s'est inscrite, elle a peut-être payé un service, je ne sais pas. Hein. Donc on est sur un profil de client et donc, encore une fois, on peut invoquer l'intérêt légitime dès lors que la prospection commerciale est un rapport, donc offre des services analogues par rapport à la transaction de base. Je rappelle juste, donc là j'ai évoqué dans ce cas de figure effectivement la base légale du contrat et celle de l'intérêt légitime. Je vous rappelle qu'effectivement il est très important de définir la base légale de tous les traitements de données que vous opérez, parce qu'un traitement sans base légale est un traitement illicite. Alors, autre question très fréquente, tous les sites prévoient un bandeau cookies. C'est vrai qu'on en voit de plus en plus. Dois-je également en prévoir un et attendre qu'il soit accepté pour pouvoir déposer des cookies? Alors, oui, la plupart du temps, on va dire que oui, si vous déposez des cookies soumis à consentement. Donc, il y a quelques cookies, effectivement, qui ne sont pas soumis à consentement. Donc, on sera plutôt, effectivement, encore une fois, sur la base légale de l'intérêt légitime. C'est généralement tous les cookies techniques, purement techniques. Dès lors que vous posez des cookies qui vont permettre de personnaliser votre site web, dès lors que vous déposez des cookies pour faire de la publicité ciblée, dès lors que vous déposez des cookies de réseaux sociaux, ou encore du cookie comme Google Analytics, il vous faut donc collecter un consentement. Ça c'est un point. Le bandeau, donc, c'est effectivement une réponse à l'obligation de transparence. Donc, dès que la personne atterrit sur votre site, il faut donc un bandeau. Hein. À partir du moment où vous n'avez pas déjà recueilli le consentement sur le visiteur. Et dans ce bandeau, il y a un certain nombre d'informations à prévoir obligatoirement. C'est déjà l'identité donc du responsable de traitement, les finalités, pourquoi vous collectez donc cette donnée, pourquoi vous déposez des cookies, hein,
et la possibilité donc de retrait à tout moment du consentement. La deuxième partie de la question est très intéressante sur est-ce qu'il faut accepter justement, est-ce qu'il faut attendre que la personne ait accepté pour pouvoir déposer des cookies. Oui, il faut effectivement demander le consentement avant de déposer les cookies. Aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions sur ce point-là avec la CNIL. Il y a de nouvelles lignes directrices qui ont été partagées en juillet dernier pour revenir et préciser tous ces éléments-là. Je pointe juste le fait que le scroll aujourd'hui ne vaut plus consentement. Mais on a encore un délai, donc un moratoire qui peut nous amener jusqu'à juin prochain. Donc, il y a des nouvelles lignes directrices, je viens de vous l'évoquer rapidement. Donc, si votre activité, si vous êtes sur votre site, effectivement, vous pratiquez les traceurs, donc qui est le terme générique qui englobe les cookies, les pixels et autres techniques permettant donc de tracer les individus, je vous invite effectivement à lire ces lignes directrices qui sont parues en juillet. Un salarié a communiqué une pièce jointe contenant des données personnelles au mauvais client. Est-ce une violation de données? Si oui, que faire? Donc, on est effectivement dans le cas de... comment on appelle ça? J'essaie de... On est clairement donc dans une situation où il y a violation de données. Donc, il y a violation de données dès lors qu'il y a perte de disponibilité, vous ne pouvez plus accéder à vos données, perte d'intégrité et ou perte de confidentialité. Donc là, de toute évidence, on est dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut effectivement avertir immédiatement, donc votre DPO, si vous avez la chance d'en avoir un. À côté du DPO, il y a un autre profil clé désormais dans les entreprises qui s'appelle le RSSI, donc c'est le responsable de la sécurité des services d'information. Donc voilà, donc c'est les deux personnes importantes qu'il va falloir informer, signaler. Là, en l'occurrence, il faut également donc avertir votre client dans les plus brefs délais, donc généralement 24 heures. Ça, c'est un point qui est précisé dans les termes de votre contrat. Et quand vous l'informez donc de cette violation, il faut lui préciser effectivement la nature de la violation, le nombre de personnes concernées, les mesures que vous êtes en train de mettre en place, etc., etc. Et puisqu'ici, donc, dans cet exemple-là, vous agissez en tant que sous-traitant, ce sera votre client qui devra donc évaluer, lui, le risque qui a été le risque pour les personnes. Il y a un certain nombre de critères qui vont lui permettre effectivement d'évaluer le niveau de ce risque et en fonction de ça, donc, de décider ou pas de notifier cette violation à la CNIL et aux personnes concernées si le risque s'avère être très important. Voilà. Donc, par expérience, il faut effectivement que toute cette procédure, il faut la formaliser et la partager donc avec toutes les personnes de façon à ce que quand une violation se produit, vous soyez en capacité de réagir vite, puisqu'effectivement, comme vous le voyez, il faut donc effectivement communiquer les éléments généralement très rapidement donc à son client quand on est en sous-traitance et au plus tard donc dans les 72 heures à la CNIL lorsque la violation se révèle effectivement être suffisamment grave. Nos notices d'information sont illisibles et incompréhensibles. Trop juridique, que me recommanderez-vous? Donc ça, c'est un autre point. Alors, il y a un petit peu encore moins fréquent, moins comme problématique, mais pourtant qui renvoie vraiment à une situation qu'on rencontre tous les jours, à savoir qu'effectivement, tout ce qui est notice d'information, donc par notice d'information, j'entends politique de protection des données, charte cookies, les mentions CNIL qui doivent intervenir à côté de chacun de vos formulaires. Bon, c'est souvent effectivement écrit dans un langage qui n'est pas forcément très accessible par tous.
Donc, la préconisation, et effectivement, ça fait partie aussi des obligations des entreprises désormais, que d'avoir une communication dite FALC, c'est-à-dire facile à lire et à comprendre, et on peut effectivement donc vous reprocher si vous ne le faites pas. Donc FALC, c'est que vos documentations, vos notices doivent être rédigées dans un vocabulaire simple, avec des phrases courtes. Il est important également donc d'adapter ce discours au public visé, mais encore une fois, attention donc si vous touchez donc des publics type enfants ou des personnes vulnérables. Et il ne faut pas hésiter aussi donc à envisager des documentations à plusieurs niveaux de lecture. Ce que j'entends par plusieurs niveaux de lecture, c'est-à-dire plutôt que de mettre en ligne un texte sans structure, sans organisation, sans plan, et donc la personne se retrouve avec je ne sais pas combien de lignes à lire. C'est bien aussi effectivement de prévoir des documents avec des agendas, des menus. Et puis on commence à voir aussi, alors c'est encore rare, mais ça commence effectivement à se faire, des notices d'information avec des vidéos, des infographies, des animations, voilà, un certain nombre de formats plus attractifs et plus lisibles par tous. Et ça renvoie à tout un sujet qui s'appelle le legal design, et qui permet effectivement de remplir cette obligation que d'avoir quelque chose de clair et lisible. Alors là, c'est une question qui nous a été remontée en interne. On a une société B2B qui appartient à notre groupe, qui collecte, qui va collecter donc des données de professionnels clients, et qui pose la question de savoir si on peut en toute légalité transférer ces données à nos partenaires pour de la prospection commerciale. Donc ça aussi, c'est un cas de figure assez fréquent, c'est pour ça que je le partage avec vous. Donc à cette question, j'aurais tendance à dire que oui, mais il y a deux conditions à respecter. On est en B2B, bien entendu. Il faut informer les personnes sur la finalité de la collecte et l'identité donc des différents partenaires. Ça, c'est un premier point. Et il faut surtout permettre aux personnes, donc, dès la collecte, de s'opposer au traitement partenaire. Donc ça, c'est les deux conditions qu'il faut respecter pour pouvoir donc partager ces listes de clients. Et l'autre point de vigilance, c'est que le partenaire qui est donc destinataire de ces données prospects va lui aussi avoir pour obligation d'informer les personnes justement du traitement de données qu'ils vont faire dans un délai maximum de 1 mois. Donc ça, il ne faut pas l'oublier pour être en conformité. Autre point, on est plutôt sur la partie RH. Nous conservons dans un classeur les CV appréciation des candidats non retenus. Ces documents sont-ils concernés par le RGPD? Oui, les données RH sont également concernées par le RGPD et les données qui sont sur support physique le sont également. Donc sur cette partie CV, je rappelle juste qu'il faut bien informer le candidat de la conservation de son CV. Il a la possibilité de s'y opposer et il faut le lui rappeler. Il faut les données qui sont conservées, donc les CV, il faut les conserver dans un délai maximum de 2 ans. Attention aux zones de commentaires, dès lors que vous apportez des commentaires, des appréciations donc aux candidats rencontrés. Il faut que ces appréciations soient pertinentes et non excessives. Et il faut donc effectivement permettre aux candidats d'exercer ses droits, c'est-à-dire ses droits d'accès, ses droits de rectification, d'effacement. Ça sous-entend bien entendu que vous, en interne, vous devez effectivement vous assurer que cette procédure, donc, elle est possible. Voilà. Autre point aussi, pensez à la sécurité physique des lieux. Les portes du service RH doivent toujours être closes. Mon équipe travaille sur un projet basé sur l'intelligence artificielle. Quels sont les points critiques à avoir en tête? Donc, c'est un point qui revient souvent parce qu'on a beaucoup de startups
qui évoluent donc sur des sujets de data science, d'intelligence artificielle. Alors, j'allais dire, les points critiques à avoir en tête, il n'y a pas une liste comme ça toute faite. Voilà, moi, ma démarche est la suivante. Déjà, la première question qu'il faut se poser, parce que quelquefois on part bille en tête en se disant, bon voilà, intelligence artificielle signifie effectivement mise en conformité RGPD. Ce n'est pas toujours le cas. Ça va dépendre encore une fois donc, de la nature des données qui sont en jeu. Donc, la première point à valider, c'est effectivement de s'assurer que vous êtes bien sur des données à caractère personnel. Et si c'est le cas, alors il faut prendre le temps effectivement de travailler avec les équipes qui sont impliquées sur le projet pour bien comprendre à quoi sert donc ce dispositif, quelles sont les données qui sont collectées, d'où elles viennent et où elles vont, et quelles sont toutes les personnes qui sont mobilisées au sein de l'équipe et ou à l'externe sur ce projet. À partir de là, vous serez en capacité, ou en tout cas le DPO est en capacité effectivement de pointer du doigt voilà, tous les points critiques par rapport à cette mise en conformité et de faire ses recommandations. Alors, voilà, pour l'avoir fait à plusieurs reprises sur ce type de sujet, il y a un certain nombre de points critiques qui peuvent apparaître dans le cadre donc, des outils d'intelligence artificielle dans l'univers du marketing et de la publicité. Il y a déjà un premier point qui est effectivement en data science, souvent, on a besoin de beaucoup de données et donc ça peut venir en opposition avec le principe de minimisation que nous impose le règlement, à savoir je ne collecte que la donnée dont j'ai besoin. Or, souvent, quand vous parlez effectivement à un data scientist, il va vous dire bah, oui, mais a priori, je ne sais pas ce dont j'ai besoin. Donc ça, c'est un premier point qui est effectivement un point critique. L'autre point qui est souvent posé, c'est quoi la base légale que je dois retenir derrière donc, ces traitements qui intègrent de l'intelligence artificielle. Les mesures de sécurité, bien penser donc effectivement à contrôler donc les mesures de sécurité qui sont mises en place dans le cadre de ce dispositif. Et enfin, un outil donc d'intelligence artificielle peut vous amener à avoir affaire à ce qu'on appelle un PIA, donc une mesure d'impact, si votre outil consiste en une prise de décision automatisée avec effet juridique. Donc ça, c'est un point effectivement qu'il faut regarder. Est-ce que votre dispositif est soumis ou pas à PIA? Nous avons récemment conclu un partenariat pour le lancement d'un nouveau produit. Notre partenaire mettra en place le site web commun et nous serons en charge de l'envoi de prospection pour notre compte et celui de notre partenaire. La question, c'est est-ce qu'on est responsable de traitement ou est-ce qu'on est sous-traitant? Donc, de tout évidemment, a priori, ce que je comprends donc de la question, il semblerait que vous soyez en fait responsable de traitement conjoint, puisque là, il s'agit effectivement de définir un traitement de façon mutualisée. Donc, ce sont les deux parties qui vont définir ensemble les finalités et les moyens à mettre en œuvre pour la réalisation donc, de ce service. Donc, mon point de vigilance, effectivement, c'est justement la définition du rôle des parties. C'est quelque chose qui est souvent assez complexe. Et donc, il faut effectivement prendre le temps de bien comprendre encore une fois effectivement qui fait quoi et les finalités du traitement pour réussir donc à qualifier le rôle des uns et des autres. Une fois que cet exercice est fait, effectivement, il faut que ça se retrouve dans les termes du contrat, puisque dès lors qu'il y a du traitement sur des données à caractère personnel, il est obligatoire donc de penser à contrat avec des clauses qui vont effectivement reprendre ces éléments-là, à savoir qui est responsable de traitement et ou sous-traitant et ou responsable de traitement conjoint et préciser effectivement comment se font
la collecte des données, les bases légales qui sont retenues, les procédures de notification de violation de données qu'on a évoquées tout à l'heure, etc., etc. Et donc, il y a un certain nombre de points à renseigner dans ce contrat. Voilà, je me suis pressée un petit peu parce qu'effectivement, je voyais l'heure tourner. Il est 11h36. Je vais voir s'il y a des questions sur lesquelles il faut que je revienne. Mais d'ici là, en fait, ce que je peux déjà vous partager, c'est que sur le site Camp de base, je diffuse de temps en temps avec mon équipe des articles et ou des infographies qui peuvent vous être utiles. Donc je vous invite à aller les consulter, elles sont en libre service. Donc c'est sur le site Camp de base, dans l'onglet les ressources, et par exemple on en a produit une dernièrement qui parle de tout ce qui est opt-in, conformité opt-in, et ça marche plutôt bien. Et puis un autre article qui porte sur effectivement les startups et le risque en matière de sanctions. Et puis, dernièrement, donc c'est tout récent, on a ouvert une page LinkedIn dédiée justement donc, à la problématique RGPD Startup, initialement plutôt destinée en interne, et finalement, on va l'ouvrir de façon effectivement à favoriser les échanges entre les uns et les autres. Dans ce type... ça, c'était la première question, là? Ouais, c'était par rapport au DPO à nommer. Déjà, quel type de données va être mis en... Je ne pense pas que tout cela soit nécessaire de nommer un DPO pour cela. Alors, encore une fois, moi, je vous partage mon retour d'expérience et mes recommandations. Sur la première question qui était celle d'une solution qui traite donc des données de paiement en plus, je pense qu'on est clairement donc, dans une situation où l'activité de base, c'est-à-dire donc l'activité principale du dispositif en jeu consiste à traiter des données à caractère personnel, et que par ailleurs donc c'est quelque chose donc de régulier et de systématique. Pour moi, on remplit donc ces conditions. Et donc, il faut, à un moment donné, voilà, pour moi, c'est une des activités qui justifie effectivement d'avoir un DPO. Alors, laquelle ? Nous mettons à disposition de nos clients une plateforme collaborative. RGPD adresse-t-il la notion de droit d'administrateur d'une telle application? Quelles sont les contraintes? Bon, alors là, ça fait partie des questions, je pense qu'il faut qu'on en parle en off, parce que là, en direct, comme ça, c'est pas très clair pour moi. De préciser. Ouais, je pense que Karine reviendra vers vous pour préciser, et éventuellement on peut avoir un échange. D'autres questions? Concernant les cookies, ne semble pas être en conformité. Très bien, merci. Donc, oui, effectivement, le sujet donc, de la conformité est en cours dans notre groupe, comme dans 99% des cas. C'est un gros sujet pour des entreprises qui sont déjà installées. C'est pour ça qu'effectivement, c'est toujours plus simple quand on commence une nouvelle activité. Des sites comme Allociné ont un historique, donc effectivement, sur lequel il va falloir retravailler. Ça, c'est toute la problématique, effectivement, donc, que pose le RGPD pour ce type d'activité. Donc, on travaille, on a des équipes très importantes qui sont dédiées justement donc, à cette mise en conformité. Si vous suivez notre actualité, vous pouvez constater qu'effectivement, régulièrement, nous faisons évoluer donc, notre CMP, notre Consent Management Platform, qui répond donc, aux critères et aux attendus donc, de l'IAB, qui est donc l'organisme qui gère tous les acteurs et les partenaires donc, autour de la publicité ciblée. Donc, on a désormais une CMP qui permet effectivement de collecter, et en tout cas aux personnes donc, de s'opposer à ce dépôt de cookies. On est encore, voilà, il y a encore plein de choses à faire évoluer, et on y travaille au quotidien.
Par ailleurs, sur ce sujet donc, des cookies, comme je vous le disais tout à l'heure, effectivement, il y a eu donc, des lignes directrices publiées en juillet dernier par la CNIL qui suscitent beaucoup d'interrogations et de discussions. Donc aujourd'hui, les différentes organisations professionnelles telles que la FEVAD, le SNCD, l'IAB, le GEST, se réunissent régulièrement. Et je participe donc à un certain nombre de ces assemblées. Pour effectivement donc voilà, travailler ensemble avec la CNIL et tout ça devrait déboucher donc début 2020 sur des guidelines de l'autorité de contrôle beaucoup plus comment dire, précises par rapport aux modalités de mise en œuvre justement de ces lignes directrices. Et à partir de janvier 2020, les entreprises auront 6 mois donc pour mettre en application donc, ces lignes directrices, sachant qu'il y a certains prérequis qui sont d'ores et déjà exigés voilà, sans attendre juin 2020. Il y a Eric qui demande « Bonjour Muriel, comment déterminer précisément la différence entre fournisseur et sous-traitant ?» Entre fournisseurs. Alors le terme de fournisseur, donc c'est Eric qui nous pose une question sur fournisseur et sous-traitant. Fournisseur n'est pas un terme que nous employons donc au niveau du RGPD. En fait, la question que vous devez vous poser par rapport au règlement, c'est est-ce que ce que vous appelez fournisseur, est-ce qu'à un moment donné, cette entreprise, vous partagez avec elle des données personnelles ou est-ce qu'elle vous partage des données à caractère personnel? C'est déjà donc ce premier point qu'il faut valider. Et si ce fournisseur, donc un fournisseur généralement, voilà, il faudrait que je comprenne un petit peu plus ce que vous faites avec ce fournisseur. Mais déjà, ce premier point, effectivement, de savoir s'il y a un partage et un échange sur des données à caractère personnel entre votre société et ce fournisseur. Et ensuite, voir si effectivement ce fournisseur, il exécute pour votre compte un traitement. Alors, il serait donc responsable de traitement. Voilà. Une autre question? A priori, non. A priori, non. Très bien. Il y a Eric qui est en train de taper quelque chose. J'imagine qu'il veut préciser sa demande. Fournisseur et... En tout cas, ceux qui ont envoyé un mail, on verra bien voilà. La présentation. Ok. Bon, donc, je vous remercie en tout cas pour votre présence. Malgré les péripéties donc, de ce webinaire. Je vous laisse donc nos coordonnées. Si vous avez des précisions, des demandes de précision ou des questions, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous, soit via donc, ces points de contact ou également via notre page vitrine sur LinkedIn, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Voilà. Merci. Je vous remercie. Bonne journée.